Président du Conseil européen, cher ami, Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et chers frères, Excellence Mme Florence Parly, ministre des Armées de la République française, Excellence Monsieur le Président de la Croix-Rouge internationale, distingués participants, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier chaleureusement nos hôtes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, malgré leur agenda chargé. Merci à toutes et à tous d'être venus en dépit du contexte difficile de la pandémie. Je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. Je remercie les pays et institutions partenaires pour leur soutien renouvelé au Forum de Dakar. Après la pause de 2020 due à la crise sanitaire, notre rendez-vous porte cette année sur le thème fort opportun des enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Le sujet dénote plutôt un pari optimiste sur le futur. En effet, si la situation s'améliore par endroits, l'apparition d'un nouveau variant dans plusieurs pays rappelle que nous sommes tous exposés au virus et pas encore à l'ère post-Covid. Mais le thème nous engage aussi à être résilients, déterminés et combatifs. Il le faut face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoute pour l'Afrique la vulnérabilité particulière au changement climatique, l'intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État. L'urgence est là, dans ces pays déstabilisés, en partie occupés et menacés dans leur existence. Ces vies perdues, ces personnes déplacées ou réfugiées, ces familles endeuillées, ces écoles fermées et ces économies fortement perturbées. Depuis 2014, le Forum de Dakar se tient pour diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l'affectent. C'est le sens de la participation des dirigeants, chefs d'État, que je salue encore une fois, de hauts responsables, ministres, experts civils et militaires, aux responsables des organisations internationales, puisque, comme je le disais, la sauvegarde de la paix et de la sécurité du continent nous incombe au premier chef. Nous associons naturellement les pays et institutions partenaires dans un esprit de solidarité et de sécurité collective, parce que nous partageons des vulnérabilités communes. Je pense aux périls sécuritaires, environnementaux, sanitaires, aux crimes organisés, à la piraterie, à la cybercriminalité, à la migration, entre autres. Autant de défis transfrontaliers auxquels aucun pays ne peut faire face tout seul. Responsabilité nationale donc, solidarité internationale et sécurité collective. Cela veut dire que la paix et la sécurité en Afrique sont partie intégrante de la paix et de la sécurité du monde. Nous devons, par conséquent,
continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends. De ce point de vue, on relève que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Or, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d'assurer un minimum de défense nationale avec des armées bien entraînées et bien équipées. J'invite les pays et institutions partenaires à tenir compte de cet impératif vital. J'espère que dans le panel qui va suivre, nous pourrons développer cet aspect sur l'évaluation des opérations de paix et sur nos architectures de défense par rapport aux conflits en Afrique. Nous devons également interroger la doctrine des opérations de paix en Afrique. Elles sont 7 aujourd'hui sur le continent, 7 opérations de maintien de la paix, 6 déployées par les Nations Unies et une par l'Union africaine en Somalie, la MISOM, qui compte à elle seule plus de 21 000 soldats. Les 7 opérations de maintien de la paix totalisent sur le continent plus de 75 000 soldats. Certes, des succès ont pu être enregistrés ça et là, mais les défis sécuritaires persistent. D'où la problématique récurrente des mandats et des règles d'engagement des opérations, y compris dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité et sa force d'attente. Certainement, le président Faky va nous en dire un mot. Nous devons par conséquent, mesdames et messieurs, reposer la question doctrinale des opérations de paix au plan régional, à l'Union africaine et au Conseil de sécurité. Sur le front économique, la pandémie a porté un coup sévère à nos efforts de croissance économique et d'émergence. La chute drastique des recettes et la hausse imprévue des dépenses en riposte sanitaire et en résilience socio-économique ont aggravé les déficits budgétaires, alors que nos pays ne disposent pas d'instruments monétaires et financiers d'atténuation de l'impact de la crise, à l'instar des grandes banques centrales des pays développés. S'y ajoute le ralentissement des apports financiers extérieurs, notamment les investissements directs étrangers et les envois de la diaspora. Et selon le rapport de l'OCDE intitulé « Dynamique du développement en Afrique 2021 », transformation digitale et qualité de l'emploi, l'Afrique n'a attiré que 2,9% des IDE, investissements directs étrangers, en 2019. 2,9%, soit environ 45,5 milliards de dollars. Loin derrière l'Asie, 31% des IDE. L'Amérique latine et les Caraïbes, 10%. Les transferts de la diaspora ont également connu un net recul. Je rappelle que ces transferts, estimés par la Banque mondiale à plus de 85 milliards de dollars en 2019, sont de loin supérieurs aux 29,6 milliards de l'appui public au développement pour l'Afrique. Voilà les chiffres. À titre illustratif de l'impact de la crise, pour la première fois de son histoire, mon pays, le Sénégal, s'est retrouvé à faire du transfert de fonds
dans le sens inverse, en soutien à notre diaspora, dans le cadre de notre plan de résilience, pour vous dire combien la crise également a été dure dans les pays d'accueil, pour cette diaspora. Alors, dans ce contexte de crise et d'efforts de relance post-Covid, quel enjeu et quel défi pour l'émergence du continent? Il faut d'abord rappeler l'ordre des grandeurs. L'Afrique, je le répète souvent, c'est 30 millions de kilomètres carrés et plus de 1,3 milliard d'habitants. Selon la Banque africaine de développement, rien que pour les infrastructures, les besoins du continent se situent entre 130 et 170 milliards de dollars par an. C'est dire que si l'aide peut contribuer à régler une urgence sectorielle, elle ne peut satisfaire les énormes besoins en route, en autoroute, en infrastructure globale, en centrales électriques et autres infrastructures indispensables à l'émergence de notre continent. En plus de nos efforts internes de mobilisation de ressources, il faut repenser la gouvernance économique mondiale pour favoriser les conditions de financement de l'émergence du continent. À mon sens, les réformes doivent porter sur 6 domaines au moins. 1. Il s'agira d'assouplir les règles de l'OCDE pour les prêts crédits export et allonger les maturités pour les financements de projets d'infrastructure du développement. Ce débat, nous l'avons déjà eu à Paris au mois de mai et nous continuerons à l'avoir certainement lors du sommet Union européenne, Union africaine du mois de février de l'année prochaine. Deuxièmement, il faut corriger les règles d'évaluation du risque d'investissement en Afrique, puisque la perception de ce risque reste toujours plus élevée que le risque lui-même d'assurance et réduit la compétitivité de nos économies. 3. Promouvoir davantage le financement mixte, combinant fonds concessionnels et financements commerciaux. 4. Alléger et simplifier les procédures d'instruction des dossiers de financement des projets, bien sûr dans le respect des règles de transparence, parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre la diligence et la transparence. 5. Assurer une transition énergétique juste et équitable selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée et définir une période de transition pour la question de l'énergie sur nos économies émergentes. 6. Améliorer les règles du système fiscal international pour que l'impôt soit payé là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans le pays où une société mène ses activités et tire ses profits. À ce sujet, l'adoption par le G20 de la proposition américaine pour l'instauration d'un impôt minimum de 15% afin de dissuader le recours aux paradis fiscaux va certainement dans le bon sens, tout comme l'émission historique de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire international. Je voudrais saluer ici les pays qui se sont engagés pour réallouer à l'Afrique une partie de leur DTS. Ainsi, l'Afrique a pu disposer de son quota, qui n'était que de 33 milliards de dollars, pour renforcer sa résilience sanitaire, atténuer en partie l'impact de la crise et amorcer la relance économique. C'était le premier objectif du sommet de Paris, je le rappelais, de mai dernier sur le financement des économies africaines. Travaillons maintenant sur le deuxième objectif qui est celui de la réallocation aux pays africains selon des modalités à convenir de 67 milliards de dollars mobilisables sur les DTS des pays riches qui consentent, bien entendu,
pour atteindre le seuil des 100 milliards de dollars convenus. C'est ce qui nous rapprochera des 252 milliards de dollars. Désolé pour tous ces milliards, mais c'est important de fixer les chiffres. 252 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour contenir le choc de la Covid-19 d'ici 2025. Donc ça, c'est le Fonds monétaire qui le dit. D'autre part, l'accès de tous au vaccin et sa production en Afrique reste pour nous une priorité majeure. Je salue les efforts déployés au plan bilatéral et dans le cadre de l'initiative COVAX et je tiens à remercier tous les pays donateurs dans l'initiative COVAX. Mais beaucoup reste à faire pour atteindre nos objectifs de vaccination. Le président Matamela Cyril Ramaphosa, qui coordonne avec engagement la riposte anti-Covid à l'échelle africaine, nous en dira certainement un peu plus. Thank you, Cyril. We are certainly eager to hear your update on the critical issue of vaccine. But let me reiterate here my full support against any form of discrimination or isolation in relation with the new variant Omicron. This is not acceptable and we won't accept it. D'ailleurs, parlant d'Omicron, il est aussi là depuis quelques jours. Il est partout. Et nous devons arrêter de nous faire peur. Nous devons respecter les gestes barrières. Nous devons continuer la vaccination. Mais je crois qu'on doit arrêter de faire peur à l'humanité tout entière, alors sur des sujets pour lesquels nous n'avons pas encore la pleine maîtrise. Et comme l'a clairement indiqué l'OMS, isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et a fait preuve de transparence est non seulement discriminatoire, mais aussi contre-productif. Parce que c'est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leur investigation. Et c'est là le danger. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Rassembler, réfléchir et proposer des solutions, c'est cela l'esprit du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont je déclare maintenant ouverte la 7e édition et je vous remercie de votre attention. Flexible, rapide, efficace, que l'on pourrait déployer dans le cadre de ce dialogue politique indispensable, fait de respect mutuel entre leaders africains et leaders européens, en prenant en compte sérieusement l'ensemble de la chaîne, en prenant en compte aussi les leçons que nous devons avoir apprises les dernières années, notamment à la suite de ce qui s'est passé en Libye, des conséquences pour cette région du Sahel. Prendre en compte l'ensemble de la chaîne, c'est agir pour prévenir les conflits, agir aussi pour faire en sorte, quand il y a des conflits, qu'ils ne deviennent pas plus graves, mais qu'on puisse modérer la situation autant qu'il est possible, agir pour résoudre les conflits par le travail politique, par le travail de médiation, parfois par l'engagement militaire, qui parfois est nécessaire, mais agir aussi et tirer des leçons là est important. Une fois que l'on voit les premiers résultats des bénéfices de la paix, veiller à ce que la consolidation et le caractère durable de cette paix puissent devenir une réalité au service des populations. Voilà, mes très chers amis, les quelques messages que je souhaitais partager avec vous et vous dire mon ambition personnelle, mon espoir aussi, que ce sommet du mois de février puisse être une occasion pour faire un pas en avant, regardant ensemble dans la direction et portant la même ambition. Mais évidemment, je ne peux pas me trouver à cette tribune devant vous et ne pas, cher Cyril Ramaphosa, partager avec vous quelques réflexions en lien avec cette crise qui nous frappe de manière immédiate, imminente, le Covid-19. Et je voudrais encore une fois vous dire mon humilité, ma modestie, parce que je pense que cette crise mondiale doit nous amener chacune et chacun à être modestes. Nous avons appris
au fur et à mesure. Et je voudrais dresser le portrait de la manière dont l'Union européenne a tenté depuis le début de cette crise d'agir, probablement parfois avec des erreurs, c'est possible, mais avec une sincère volonté de porter des décisions qui soient favorables pour que l'on puisse ensemble, sur le plan mondial, relever ce défi et vaincre cette crise qui nous frappe. D'une part, l'Union européenne, depuis le jour numéro 1 de cette crise, a été une des grandes régions dans le monde, parmi les seules qui produit des vaccins, qui a décidé de maintenir massivement les exportations de vaccins, quand d'autres grandes régions dans le monde, qui ont des traditions d'exportation et de production de vaccins, avaient fait d'autres choix. En clair, cher président Ramaphosa, au début de cette crise, les populations européennes étaient critiques envers les leaders européens, parce qu'autour de 50% des doses produites au sein de l'Union européenne étaient exportées, là où d'autres pays gardaient et thésaurisaient les doses de vaccins pour leur propre population. Deuxième élément, l'Union européenne a été une des premières entités politiques à se mobiliser pour porter le financement de COVAX. Faire en sorte, effectivement, que l'on considère que personne n'est en sécurité quand tout le monde n'est pas en sécurité. Et je reconnais, et nous reconnaissons toutes et tous, et on en parle beaucoup avec les collègues africains, qu'il y a aujourd'hui, avec COVAX, un instrument qui est utile, qui est positif, mais il y a des choses à corriger. Et on voit bien qu'il y a des entonnoirs, qu'il y a des freins, qu'il y a des difficultés, que l'on doit identifier ensemble. Et aujourd'hui, moi, je tends la main à tous nos amis africains pour qu'on travaille ensemble, pour identifier les freins, ce qui amène les retards, pour fluidifier davantage la capacité de délivrer effectivement des doses au travers de COVAX. Et puis, il y a les donations bilatérales. L'Union européenne s'est engagée, j'en fais ici une fois encore la promesse, à mobiliser, nous l'avons dit au G7, 500 millions de doses avant la moitié 2022. Et je peux vous annoncer qu'avant la fin de cette année-ci, pour l'ensemble des pays en dehors de l'Union européenne, 250 millions de doses seront effectivement délivrées au départ de l'Union européenne. Et puis, il y a encore deux points que je voudrais souligner sur ce sujet. Nous avons eu l'occasion, très vite, confrontés à cette crise du Covid, en contact avec nos amis africains, de constater, en regardant la carte du monde, qu'il y avait sur le continent africain une faiblesse et une fragilité structurelle. L'absence ou les limitations de capacité de production pharmaceutique et de vaccins. Et c'est un constat que nous avons dressé dans la franchise, dans le respect mutuel. Des discours ont été exprimés par rapport à cela. Parfois, en dehors de l'Union européenne, certains ont fait des discours très spectaculaires, en annonçant, dans un claquement de doigts, la libéralisation des propriétés intellectuelles. Et puis, pas grand-chose ne s'est produit. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a engagé avec les pays, Afrique du Sud, Sénégal, Rwanda, nous sommes en contact maintenant avec le Ghana également, mais quelques autres, qui ont d'ores et déjà des capacités pour accélérer de manière opérationnelle, concrète. Moi, je suis très fier d'être dans un pays, le Sénégal, où en quelques mois, grâce à l'Institut Pasteur et au partenariat innovant à la volonté politique, on sera en capacité, ici, très rapidement, de produire des capacités vaccinales. Merci Macky Sall. Et puis, je voudrais enfin, sur ce sujet, remercier aussi les amis africains qui ont soutenu très rapidement une idée que j'avais eu le privilège de lancer il y a un peu moins d'1 an. Et c'est rare, sur le plan multilatéral et international, qu'en moins d'1 an, la proposition de négocier un traité pour prévenir les pandémies et pour être mieux préparé à l'avenir puisse faire l'objet, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, d'une décision qui a été prise à l'unanimité de démarrer ces négociations. Parce que cette décision qui a été prise il y a une dizaine de jours à l'Assemblée générale de l'OMS, elle montre de manière éclatante, de manière extrêmement nette, à quel point, effectivement, les difficultés que l'on vit aujourd'hui, y compris les difficultés en termes de discrimination vaccinale que l'on doit corriger, les difficultés en termes de mobilité et les questions de transport qui ont été évoquées. Nous avons des tensions à l'intérieur de l'Union européenne sur ces sujets-là. Il y a des tensions entre les grandes régions dans le monde parce que beaucoup de grandes régions ont pris des décisions à différents moments dans la pandémie pour interdire ou bien réduire les capacités de transport. Moi, je forme le vœu que ce traité à l'avenir mette de l'ordre, mette de la méthode, mette de la science, mette de l'objectivité afin d'empêcher les discriminations à l'avenir sur ce sujet. Alors, mesdames et messieurs, je conclus, et vous me pardonnerez, je l'espère, d'avoir peut-être été un peu plus long que je ne l'avais souhaité initialement, en vous disant que je me tiens devant vous aujourd'hui avec une sincérité chevillée au cœur, avec un espoir,
avec le souhait d'écouter, d'entendre, et avec le souhait que notre génération, africaine, européenne, qui porte une grande responsabilité pour dessiner le contour d'un monde meilleur, pour dessiner le contour de cet espace Afrique-Europe qui nous englobe et qui nous dépasse, soit à la hauteur du moment, soit à la hauteur de l'enjeu. Vous pouvez en tout cas compter sur ma détermination et la détermination de l'Union européenne. Je vous remercie.